Monsieur Franck Meyer, donc, est professeur d'histoire-géographie au lycée Marguerite de Verdun et membre du conseil scientifique du mémorial dont on nous a parlé ce matin et qui vient d'être inauguré. Bien, bonjour à tous. Donc, pour ce qui me concerne, je vais en quelque sorte vous présenter un plan B pour ceux qui, d'entre vous, viendraient à Verdun sans avoir fait les réservations mémoriales au fort de Bourmont, au fort de Vaux, ou pour ceux qui viendraient à Verdun, toujours évidemment à leur place, et qui auraient déjà visité les hauts lieux, mais qui souhaiteraient bien travailler autrement. Donc je vais vous proposer donc, de travailler autrement, non pas sur les hauts lieux, mais de travailler avec vos classes sur un matériau extrêmement riche qui est à l'intérieur de la ville de Verdun, dans les murs de Verdun. Voilà, ça sera toute ma problématique, donc, parce que dans Verdun, nous avons un patrimoine mémoriel de la Première Guerre, de la bataille de 1916. Évidemment, derrière la présence écrasante du monument à la Victoire et du monument aux enfants de Verdun morts pour la France, y a-t-il d'autres lieux? Quels sont ces lieux? Sont-ils un matériau exploitable? Donc je vous propose bien, de suivre la mise en place de ce patrimoine de manière chronologique. Donc essayons de suivre un petit peu quelle est cette chronologie, qu'est-ce que ces monuments nous disent et sur quelle représentation se sont-ils développés. Donc mon premier temps, c'est le temps fort qui ne vous surprendra pas. Ce temps fort, c'est la construction, la mise en place de ce patrimoine mémoriel dans les années 20. C'est le temps, j'appellerais ça, d'une mémoire monumentale et universelle qui porte et qui statufie le mythe de Verdun. Alors, avant de vous parler de ces monuments, paradoxalement, il faut savoir une chose, c'est que la mémoire des morts de la guerre ne prend pas immédiatement la forme d'un monument. En toute logique, le culte des morts est rendu à Verdun, au cimetière du Faubourg-Pavé, là où sont enterrés d'abord les morts de 1870, puis ceux de 1914, de 1915, qui viennent pour partie des batailles voisines, Épars, Jargonne, etc., qui sont morts, eux, ces soldats, dans les hôpitaux verdunois. Et puis, évidemment, vont s'ajouter ceux de 1916, qui commencent à peupler un carré militaire, évidemment, qui ne cessera de s'étendre, pour devenir la nécropole actuelle. Et ce carré militaire, évidemment, il n'est pas là au hasard, il est à côté du cimetière civil, mais il est également au pied de la côte Saint-Michel. C'est-à-dire, c'est ce cimetière qui va absorber les morts de l'hôpital militaire, qui est tout neuf en 1914, et qui va donc alimenter la nécropole du Faubourg-Pavé. Cette nécropole du Faubourg-Pavé va également récupérer les corps de cimetières annexes, notamment les premiers cimetières quand on monte au champ de bataille, et le premier d'entre eux, c'est le cimetière des casernes Marceau. Donc les morts de Marceau, les morts de l'hôpital Saint-Michel vont constituer cette première nécropole. Et tout naturellement, la mémoire des morts de la guerre est en premier lieu célébrée ici, autour des victimes elles-mêmes, lors des fêtes de la Toussaint. Dès 1914, on voit les militaires présents dans Verdun célébrer de manière intense cette fête de la Toussaint 1914. On verra la même chose de manière encore plus marquée en 1915. Donc là, petite parenthèse, c'est bien le calendrier religieux qui fixe en premier le culte des morts de la guerre. Et bien sûr, c'est cette même nécropole qui reçoit en 1920, autour d'une croix monumentale qui est élevée par le Souvenir français, les 7 corps des soldats inconnus qui n'ont pas été retenus pour l'Arc de Triomphe et qui sont réunis sous l'épitaphe suivante. Ici repose peut-être ton père, ton fils, ton frère, ton ami mort quelque part en France au cours de la Grande Guerre. Voilà cette nécropole du Faubourg-Pavé dans son premier aspect, avec les croix de bois qui bien souvent ne sont pas des croix, mais une simple planchette, donc fichée dans le sol.
Et vous remarquez également à l'horizon à droite, tout un corps de bâtiments qui sont tout simplement les casernes du terrain d'aviation, ce que les Verdunois appellent l'aviation, et qui sera très vite évacué au début de 1916, parce qu'évidemment, il est trop proche de la bataille et qui se repliera sur Waglincourt. Voilà la grande croix donc, du souvenir français, au milieu de la nécropole militaire du Faubourg Pavé, avec autour donc, les tombes des 7 inconnus. Alors, je ne suis toujours pas dans le temps fort des grandes constructions. Deuxième aspect de cette mise en place de la mémoire, c'est la cérémonie de la remise des médailles à la ville de Verdun, les médailles alliées. Donc là, on est le 13 septembre 1916 dans les galeries de la Citadelle. Voilà, on a ici une aquarelle qui nous explique un petit peu comment s'est déroulée cette cérémonie. Donc, ces premières médailles sont reçues, je répète, le 13 septembre 1916. J'insiste sur la date parce que le président Poincaré, que vous voyez au centre de l'image, prononcera un discours qui sera un discours marquant. Et vous avez des extraits de ce discours sur 2 plaques de marbre de la porte Saint-Paul qui portent la date du 14 septembre. C'est bien le 13 et non pas le 14. Donc, à côté de la croix de la Légion d'honneur, remise donc par le président Poincaré, sont décernées les plus hautes distinctions des États alliés, Russie, Grande-Bretagne, Italie, Serbie, Belgique et Monténégro. Ça, c'est ce que j'appellerais la première vague de médailles. Viendra également une deuxième vague de décorations. De 1917 à 1929, 16 autres nations remettront à Verdun leur plus haute distinction. Voilà donc ces plaques dont je vous parlais un instant, qui sont donc fixées sur la porte Saint-Paul à Verdun et qui portent la date erronée du 14 septembre. La médaille, donc décernée par l'ami Poincaré à Verdun, la Légion d'honneur de la ville. On entre maintenant dans le domaine monumental, avec cette statue, donc qu'on appelle la statue de la Défense, qui a été remise à Verdun en 1920, précisément inaugurée le 1er août 1920. C'est une statue de Rodin. Là, on voit bien que c'est la force artistique qui l'emporte avant toute autre idée. Et cette statue avait été conçue au début pour répondre à un concours de 1879, je dis bien 1879, pour commémorer la défense héroïque de Paris contre les Prussiens. Mais cette statue n'avait pas été retenue, on ne la trouvait pas suffisamment belle à l'époque. Et en 1916, elle est présentée au comité néerlandais de la Ligue des pays neutres, qui veut, cette ligue, élever un monument commémoratif pour Verdun. Donc on reprend la statue de Rodin et on l'agrandit, on la multiplie par 4 ou 5, et donc c'est la statue d'origine que vous voyez là, mais en dimension supérieure, qui se trouve aujourd'hui donc rue des Frères Boulot, face à l'entrée du collège Buvigny. Étape suivante, on est toujours dans les années 20, la borne terminus, si on peut le dire, donc de la voie sacrée, inaugurée en 1922. Donc cette borne, évidemment, qui entretient la mythologie de la bataille, mythologie qu'on a créée à l'arrière avec cette formule voie sacrée qu'on attribue à Maurice Barrès en avril 1916, donc pour désigner la route qui alimente la bataille côté français depuis Bar-le-Duc. On remarque une chose, c'est que, à la différence de la borne qui débute l'itinéraire à Bar-le-Duc, cette borne terminus, elle est exactement identique à celle qui jalonne le tracé, alors que la borne de Bar-le-Duc est une borne différente, plus haute, plus sculptée, et qui est tout en granit. Également, on constate que cette borne est associée sur le même monument à ce qu'on appelle la Voie de la Liberté, ce monument qui date de 1947. Elle est à gauche, on l'associe à droite, tout simplement, donc à la Voie de la Libération, celle ouverte par les Américains en 1944. Donc c'est ce monument qu'on trouve à l'entrée de Verdun. Il
va falloir évidemment, dans ces années 20, célébrer la victoire, et notamment la victoire de la bataille, parce qu'au début, le monument qui célèbre la bataille est aussi un monument qui confond la victoire globale de la France, mais aussi la victoire spécialement de Verdun. Et là, je vous présente le lieu précisément qui fait jonction entre Ville-Basse et Ville-Haute, dans lequel va s'incruster sur les ruines d'une ancienne collégiale, la collégiale de la Madeleine, donc dans lequel va s'incruster le monument tout en escalier qu'on connaît aujourd'hui, et là où surgit également un rempart du XIIe siècle que les destructions ont fait apparaître et qui était en fait masqué par les maisons de la rue Mazel, dont une partie ont été effondrées par les bombardements. Donc voilà le monument qui est inauguré en 1929. Donc là, on est bien dans une mémoire monumentale, 30 mètres de haut, une mémoire à la fois triomphante, mais sobre, avec un seul personnage, un personnage hiératique, déterminé, qu'on doit au sculpteur Jean Boucher qui est en même temps un ancien mitrailleur qui a fait la bataille de Verdun. Donc cette statue de 6 mètres de haut représente un guerrier franc, appuyé sur son épée, au sommet d'une tour, et le regard portant loin vers le champ de bataille. Un impressionnant escalier également qui mène à une crypte. Cette crypte abrite donc les fiches des soldats qui sont titulaires de la médaille de Verdun. À l'origine, cette crypte était prévue plus vaste. Elle devait être un ossuaire et elle devait contenir aussi les 7 sarcophages des 7 inconnus dont on parlait tout à l'heure et qui sont aujourd'hui donc au cimetière du Faubourg-Pavé. Et l'architecte de ce monument n'est autre que Léon Chenet. Et Léon Chenet, on le connaît très bien à Verdun parce qu'il est en même temps l'architecte de la ville. C'est lui qui va relever les monuments publics de la ville de Verdun. Il travaille pour une société parisienne d'architectes qui s'appelle la Cité Nouvelle et qui va être le maître d'œuvre de la reconstruction verdunnoise. Donc ce monument, il est inauguré le 23 juin 1929. Je vous le disais, il commémore donc la bataille, mais il commémore en même temps l'anniversaire de la renaissance de Verdun. On disait à l'époque, détruite en 10 mois, reconstruite en 10 ans. Donc le 23 juin 1929, Verdun fête aussi la reconstruction, l'achèvement de sa reconstruction. Donc il n'est pas complètement achevé, mais dont le plus gros est fait. Et donc ces cérémonies, qui sont extrêmement importantes, sont présidées par le président de la République, Gaston Doumergue, mais on a là aussi le président du Conseil, les présidents des 2 assemblées et tout un flot de ministres, ainsi que le maréchal Pétain. Donc voilà un peu plus près le guerrier franc qui regarde en direction des champs de bataille. Un autre monument, on est toujours dans la tranche des années 20, beaucoup plus modeste, beaucoup plus discret, et vers lequel on ne va quasiment jamais, c'est le monument de la place d'Issy. Ce monument, il a la particularité d'être en même temps un petit ossuaire, parce que ce monument est à l'emplacement d'un énorme bâtiment militaire qui était à l'époque un magasin aux vivres. On y stockait énormément de farine, qu'on appelait le bâtiment X, et pendant la bataille de Verdun, dans l'espace laissé libre par les stocks, cantonnent des hommes du 25e régiment d'infanterie territoriale. Et donc, début avril, le 3 avril exactement, ce bâtiment est complètement encagé par un bombardement incendiaire des Allemands qui vont le détruire, mais qui, en le détruisant, vont également provoquer des victimes à l'intérieur de ce bâtiment. C'est l'heure où les soldats, très souvent les territoriaux sont des soldats qui travaillent la nuit, hein, c'est eux qui portent du matériel en première ligne. Donc, eh bien, beaucoup d'entre eux vont être surpris à l'intérieur du monument. Le bâtiment prend feu très vite, les stocks de farine s'enflamment très facilement. Donc là, on va avoir un bilan de 48 tués, 176 blessés. Et là aussi, on peut également travailler avec nos élèves sur la plaque du souvenir français qui, elle, indique des chiffres qui sont complètement fantaisistes, qui montrent aussi le caractère flottant de la mémoire et finalement, on peut construire un monument aussi sur une mémoire faussée. Voilà une autre vue de cette place d'Issy.
Donc le périmètre du square, en fait, est le périmètre du bâtiment militaire qui a été dévasté par l'incendie. Donc vous imaginez la dimension de ce bâtiment. Celui-là, évidemment, on le connaît beaucoup mieux, c'est le monument aux enfants de Verdun morts pour la France. Donc 1928, 5 statues massives, monumentales, qui incarnent les soldats des armées françaises dans un coude à coude immobile, qui exprime encore là, on voit bien, la devise « on ne passe pas », la devise de Verdun. Donc là encore, des personnages hiératiques, sobres, une mâle détermination, on le voit bien sur les visages, et cette attitude répond bien, fait bien écho justement à celle du guerrier franc qu'on voyait tout à l'heure sur le monument à la Victoire. Donc ce monument, il est l'œuvre de messieurs Forest, l'architecte, et Grange, le sculpteur, qui lui aussi est un ancien combattant de Verdun. Et ce monument est inauguré donc le 1er novembre 1928 par André Maginot, qui est à ce moment-là ministre d'économie. Pour clore cette période des années 20, retour au Faubourg Pavé, dans l'église, cette fois du Faubourg Pavé. L'église a été reconstruite, elle a été agrandie, donc les vitraux de cette église sont consacrés à la Grande Guerre, notamment au village détruit, c'est le thème du vitrail que vous avez sous les yeux. Donc, avec les villages en cours de destruction, sous bombardement, en flammes, et au-dessus, les saints patrons intercesseurs auprès du Christ. Et on a à côté de ce vitrail principal toute une série d'autres vitraux qui sont les vitraux des saints guerriers, Michel, Maurice, Louis et Jeanne d'Arc, qui sont évidemment les saints mobilisés pour la défense de la patrie. Et on retrouve à ces vitraux donc associés des noms de famille qui ont fait un don et qui ont souhaité donc à un vitrail associer la mémoire d'un disparu, d'un tué au combat. Donc là, on voit bien que s'incarne particulièrement le deuil et la douleur des familles, ainsi que le deuil des communautés villageoises qui vivent autour de Verdun. Verdun, en quelque sorte, cristallise non seulement la mémoire de Verdun, mais la mémoire également du champ de bataille, avec les communautés villageoises qui y ont disparu. Voilà, donc ici Saint-Louis, et en dessous, un observateur d'artillerie et un fantassin, avec ce procédé qu'on maîtrisait bien à l'époque, qui, à partir d'une photographie, permettait au maître verrier donc de transposer le visage du disparu. Donc très souvent sur ces vitraux, on a un visage réel qui vient d'une photographie qui a été confiée par une famille. Deuxième temps, après les années 20, donc apparaît un creux. Il est très clair ce creux dans la création mémorielle. Pendant ce creux, néanmoins, la mémoire continue de se construire. On honore notamment 2 chefs et en plus un superbe imagier de la bataille et de la guerre qu'on va trouver dans la crypte de la cathédrale. Donc ça c'est notre deuxième temps, avec ici en premier donc la plaque du général Mangin, qu'on va trouver tout près du monument aux enfants de Verdun. Donc Charles Mangin qui meurt en 1925, la plaque est inaugurée en 1926, ça tombe très bien, 1926, donc 10e anniversaire également de la bataille. Mangin à Verdun, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme de Douaumont, c'est d'abord l'homme de l'échec, n'oublions pas l'échec sanglant de la tentative de reprise du fort du 22 au 24 mai, mais c'est surtout évidemment l'homme de la reconquête, l'homme du 24 octobre. Donc là on le voit représenté sur un large médaillon en bronze qu'on doit à Bouchard qui est un célèbre peintre aux armées, et vous avez en dessous, donc sur la plaque de marbre, la liste de ses campagnes en Outre-mer et en Europe. Et en face donc, de la plaque dédiée à la mémoire de Mangin, la statue du général Sarail, Maurice Sarail, qui lui meurt en 1929 et dont la statue sera inaugurée en 1936. Là, on n'est plus à 10 ans, mais on est à 20 ans. Donc, la statue du général Sarail, celle-ci, elle est l'œuvre du sculpteur Eugène Léon Lost, inaugurée par Édouard Daladier,
Donc on est à la charnière du gouvernement Blum. Non, on est encore dans le gouvernement Blum, Édouard Daladier à ce moment-là est ministre de la guerre. Et cette statue porte la mention « Au sauveur de Verdun, la République française reconnaissante ». Alors quel sauveur de Verdun? Tout simplement parce que là on rappelle le rôle de la 3e armée dans le secteur meusien de la bataille de la Marne. Donc ça, c'est un sarail à Verdun, ce n'est jamais qu'un rappel de 1914. La 3e armée qui, à ce moment-là, fait le grand écart entre Verdun et la Couzance et qui, sarail, ne se plie pas aux injonctions de l'état-major qui est de lâcher Verdun et de le laisser tout simplement entre les mains de ses divisions mobiles, la 51e et la 72e pour sa propre défense, mais qui va continuer d'étirer ses forces justement pour maintenir le lien avec Verdun au moment où on est en plein investissement de la place. Voilà. Donc le mot sauveur ici se rattache à ces événements donc de début septembre 1914, au moment justement où la 5e armée du Kronprinz est à la fois sur Troyon et de l'autre côté donc sur la Couzance et donc toute la partie sud-ouest de Verdun entre Bar-le-Duc et Verdun. Alors l'imagier dont je vous parlais tout à l'heure, il est là, ce sont les chapiteaux de la crypte de la cathédrale qu'on inaugure en 1935, qui sont sculptés donc par Gaston le Bourgeois. 13 chapiteaux qui surmontent des colonnes, 4 faces par chapiteau, donc 52 faces à sculpter. Et là, Gaston le Bourgeois choisit 2 thèmes. C'est le thème de la vie religieuse à Verdun et c'est le thème de la guerre. Et là, on a, sur ces 52 faces, donc absolument une imagerie des combats, de la vie dans les tranchées, de l'aviation, de l'artillerie, des prisonniers, des services de santé, tout y passe. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui est parfaitement exploitable par une classe. Donc ces scènes sont extrêmement réalistes, extrêmement variées, et la crypte est accessible tout le temps, la cathédrale est ouverte très largement. Voilà une des images phares de ces éléments décoratifs, c'est ce personnage qu'on a un petit peu du mal à interpréter, qui en tout cas est un soldat qui va être exécuté, il est à genoux, il a les yeux bandés. Donc, on peut supposer que peut-être une exécution sommaire ou peut-être une tentative d'intimidation à l'égard d'un prisonnier allemand. On remarque sur son pantalon quelque chose qui pourrait ressembler à un passepoil, donc quelque chose qui pourrait éventuellement rappeler un uniforme allemand. Troisième époque, troisième temps, après les années 30, donc là on est dans une période qui est un peu plus diffuse, qui est marquée à la fois par la régularité et par la diversité. C'est-à-dire que chaque décennie va apporter un élément supplémentaire à cette mémoire figée de Verdun. En fait, le premier acte des années 40, c'est au milieu des années 40, c'est 1946. 1946, c'est la date du décès de Monseigneur Ginisti, l'évêque de Verdun, et la place qui est devant la cathédrale porte son nom, et on a également dans la cathédrale, notamment dans le vieux chœur, toute une plaque de marbre qui rappelle qui était cet homme. Je vous rappelle que c'est lui qui, le 21 février, accompagne l'exode des derniers Verdunois qu'on évacue dans la précipitation, dans le gel, dans le froid, dans la boue, au milieu du chaos donc des convois militaires. Et c'est lui donc qui, replié à Bar-le-Duc, va finalement porter ce surnom d'évêque des soldats parce qu'il passe énormément de temps dans les hôpitaux et donc il est là pour tout simplement soutenir le moral des blessés. Alors, vous l'avez sous les yeux, on n'est plus dans les années 40 maintenant, on est dans les années 50. C'est la salle du Livre d'Or donc des combattants de Verdun, cette salle dans les locaux donc, de l'Hôtel de Ville, 1956.
donc, inaugurée par le président de la République, donc René Coty. Et cette salle, elle rassemble la vingtaine de volumes où sont consignés les noms, prénoms, grades et unités des titulaires de la médaille de Verdun. Donc vous avez les fichiers au monument à la Victoire et vous avez les volumes précieux à l'hôtel de ville. Également dans cette salle, un plan relief du champ de bataille et ainsi que les diplômes des croix de guerre qui ont été décernés aux 9 villages morts pour la France. Les 9 villages dont tous n'ont pas été reconstruits. Donc c'est là, je vous le disais encore tout à l'heure, donc que Verdun cristallise la mémoire de la bataille, mais la mémoire des communautés rurales autour de Verdun. Donc la ville est officiellement dépositaire de ces diplômes, donc de la Croix de guerre, des 9 villages détruits, morts pour la France. On passe des années 50 aux années 60, 1962, c'est la création du village Louis Best. Le village Louis Best est un ensemble de pavillons qu'on a construit à l'époque pour loger des familles américaines qui travaillent pour l'OTAN et donc qui résident à Verdun. Et à cette occasion, on va honorer le nom d'un soldat meusien qui a d'abord été au 44e régiment d'infanterie territoriale auprès d'André Maginot, puis qui ensuite sera versé au 330e régiment d'infanterie. Donc Louis Best, élevé au rang, c'est la formule officielle, d'as des as de l'infanterie française par le président Millerand, parce que tout simplement, il faut une figure tutélaire et cet homme, on va le reconnaître officiellement comme le soldat français le plus glorieux, cité 13 fois, décoré de la médaille militaire, décoré de la croix de guerre et décoré de la Légion d'honneur sur le champ de bataille. Précision parce que c'est rare à l'époque. On passe aux années 70, le boulevard des Maréchaux, que vous connaissez peut-être. Donc là, on est précisément en 1971, 16 statues monumentales des maréchaux français du Premier Empire, de la guerre de 1870 et de 14-18. Donc on a disposé au pied de la citadelle. Donc là, vous pourrez reconnaître pour la Première Guerre mondiale les maréchaux Monoury, Fayolle, Gallieni et Franchet-Desprez. Il faut rappeler peut-être que c'est justement en 1916 que la République restaure pour Joffre le titre de maréchal de France qui était tombé en désuétude depuis le Second Empire. Les années 80, 1980, pile, on est devant la gare, c'est la création donc, de la place Maurice-Genevoix. Donc pour ceux qui arrivent à Verdun en train ou par la navette du TGV, en fait, cette place Genevoix, c'est le premier contact avec les références à la guerre dans Verdun. Donc cette gare de Verdun, qu'on doit au bureau Eiffel, elle est en 1915 liée à un hôpital d'évacuation qui est tout près de la gare. Et c'est par cet hôpital d'évacuation et par cette gare donc que va transiter le grand blessé de la tranchée de Calonne, c'est-à-dire Maurice Genevoix, qui à ce moment-là est sous-lieutenant au 106e. C'est également de cette gare que le 10 novembre 1920 part le train qui conduit en grande pompe à Paris la dépouille du soldat inconnu qui vient d'être désigné à la citadelle et dont la dépouille, donc le cercueil, va cheminer à travers la ville de la citadelle jusqu'à la gare. Alors cette gare, elle est importante parce qu'elle n'a pas changé depuis cette époque. Les bâtiments sont identiques. Pour ceux qui ont été détruits, ils ont été relevés de la même manière. Donc la voir aujourd'hui donne une très bonne image de ce qu'était cet endroit à l'époque. Là, chronologiquement, on a un trou, on n'a rien dans les années 90, on n'a rien dans les années 2000, et puis le centenaire approchant, on va avoir un dernier acte qui est dans la zone commerciale du Dragon, là encore une vue donc, de la gare de Verdun. Donc une gare qu'on avait voulu démontable, c'est l'armée qui avait imposé cette contrainte au bureau Eiffel. Donc elle est construite en matériaux relativement légers, c'est pour ça qu'on est obligé de la restaurer de temps en temps. Donc je disais, dans la zone du Dragon, on est dans les années 2000,
Donc, après avoir honoré Maurice Genevoix en 1980, la municipalité décide d'honorer donc en 2013 9 des plus grands auteurs de témoignages sur la Grande Guerre, qui l'ont donc eux-mêmes vécu et dont plusieurs sont des professeurs. Alors ce matin, on a beaucoup parlé de l'un d'entre eux, l'Ardéchois Jean Norton Crue, donc lui qui est professeur de littérature française aux États-Unis. On le sait bien, qui a passé au crible de son analyse impitoyable tous les témoignages qui ont été édités en France entre la guerre jusqu'à la date de 1928, dans cet ouvrage qu'on manipule très souvent, qui est Témoin. Autre nom qui est honoré, c'est Charles Delvert, on en parlait également ce matin, lui-même aussi professeur, l'auteur de Carnet d'un fantassin en 1918. Raymond Joubert également, Raymond Joubert qui lui sera tué au front, l'auteur de Verdun et qui lui est présent en mars, avril, mai 1916, dont on publiera donc les écrits en 18. André Pézard, dont vous voyez la plaque ici, donc lui aussi professeur, qui n'a pas combattu à Verdun, mais qui a combattu à Vauquois, qui nous laisse un témoignage extraordinaire sur la butte de Vauquois, nous autres à Vauquois en 1918. On a également Jacques Meyer, donc l'auteur de La Bif, 1928. Louis Méret, également, lui aussi tué au front, l'auteur de Carnet d'un combattant en 1919. Paul Lintier, l'artilleur, tué au front, auteur de Ma pièce en 1916. Daniel Mornay, encore un professeur, l'auteur des tranchées de Verdun en 1918. Et enfin, Jean Galtier-Boissière, qui est le fondateur du journal de tranchées Le Crapouillot en 1915. Quel est le point commun qui réunit ces hommes? Le point commun, c'est tout simplement d'être au panthéon de la grille d'analyse de Norton Crue. Norton Crue place ces hommes, ces auteurs, en tête des meilleurs témoignages sur la guerre, des plus authentiques, des plus vérifiables, de ceux qui respectent une chronologie, qui permettent de recroiser la chronologie qu'il présente, et chez qui il a senti la plus grande authenticité. Voilà le point commun, finalement, qui réunit ces témoins. Alors, concluons. Qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? On voit déjà une mémoire qui est riche, qui est multiforme, et qui, le plus souvent, se fixe sur les sites qui sont eux-mêmes chargés d'un fragment de l'histoire de la ville. Donc c'est ce qui fait bien leur authenticité, c'est la nécropole du Faubourg Pavé, c'est la citadelle, c'est l'hôtel de ville, c'est la cathédrale, la place d'Isly, l'église du Faubourg Pavé. Donc c'est une mémoire ancrée dans l'authenticité, donc il faut la prendre en compte. Et c'est une mémoire qui est aussi profondément incarnée. On a évidemment des aspects triomphalistes dans cette mémoire, mais finalement, vous l'avez vu, ce triomphalisme est un triomphalisme très retenu, notamment dans les monuments phares. Et il faut savoir justement aussi, à travers les autres, retrouver la souffrance des hommes. Alors, si on prend le temps effectivement de faire ce tour du patrimoine, on voit qu'il s'agit bien de la bataille des poilus. Et on voit bien que ce patrimoine respecte cette volonté. Les poilus sont incarnés dans cette mémoire à l'intérieur de la ville, de la même façon qu'ils voulaient que le champ de bataille soit aussi doté de l'outil qui permette de comprendre leur sacrifice, c'est-à-dire le mémorial de Verdun. Donc, on peut travailler sur 14-18, on peut travailler sur la bataille de Verdun à l'intérieur de la ville même. La guerre, le vécu des combattants, tout ça prend du sens, à la fois pour nos élèves, évidemment, mais bien au-delà. C'est pour ça, évidemment, que je ne saurais trop vous encourager à venir travailler sur cette richesse qui est trop peu exploitée. Je vous remercie.